Vous entendez quelque chose? Est-ce que là, ça fonctionne? Bien, messieurs, dames, on a laissé passer ce qu'on appelle traditionnellement le quart d'heure Saint-Senois. On est à Saint-Senier-sous-Avranches. Une très rapide introduction et ensuite on va avoir la chance d'entendre nos différents intervenants. Remercier tout d'abord Madame la maire. Je sais que vous êtes maire par intérim, vous avez des élections et tant mieux, la démocratie s'exerce aussi à Saint-Senier. Des élections qui sont prévues au 1er mai. Voilà. Donc merci d'avoir mis à disposition cette salle. Un grand merci à vous. Vous remerciez tous de votre présence parce que c'est toujours intéressant dans cette dernière ligne droite particulièrement importante pour notre pays d'avoir un temps d'échange sur ce qui est effectivement le devenir de la France, sur le choix que vous allez avoir à faire dimanche. Et puis nous avons la chance d'avoir ce soir un nombre d'intervenants nombreux, quatre intervenants brillants. Je vais vous les présenter très rapidement. Sébastien Amand, agriculteur, en activité dans le Sud-Manche, à Juligny-les-Vallées, également très engagé à la fois sur le volet syndical et le volet professionnel, puisqu'il représente la profession au sein de la Chambre d'agriculture, vice-président de la Chambre d'agriculture. Merci Sébastien de ta présence et du témoignage que tu vas nous livrer. Stéphanie Lombourtin, que vous connaissez localement, elle est souvent présente sur notre territoire. Stéphanie est eurodéputée, basée dans le Calvados, mais native de Coutances. Donc on a toujours un plaisir à l'accueillir. C'est aussi l'eurodéputé local de l'État. Merci à toi Stéphanie. Stéphane Travers, ancien ministre de l'Agriculture, député de la 3e circonscription de la Manche, tout à l'ouest de notre département. Merci Stéphane également de ta présence. Et puis, je ne vais pas dire la cerise sur le gâteau, ce serait vraiment un terme non adapté, mais on a l'immense honneur et la chance d'accueillir Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Monsieur Jean-Michel Blanquer, qui nous fait l'honneur de rendre visite au territoire. Il a passé un temps important tout à l'heure avec une structure associative, le club de football d'Avranches, avec des échanges très riches et l'occasion de valoriser le bénévolat. Et puis l'occasion ce soir, pour vous, d'entendre une partie du bilan du président de la République, les perspectives, et je le souhaite, de la réélection de notre président. Donc un grand merci, Monsieur le ministre, de votre présence, et c'est un honneur pour moi en tant que député de vous accueillir ici. Voilà, merci à vous. Pour terminer, avant de passer le micro, un grand merci à tous les militants, un grand merci aux jeunes, un grand merci à tous ceux qui, depuis plusieurs semaines, s'engagent, collent des affiches, sont sur les marchés, distribuent des tracts. Sans vous, cette campagne-là n'existerait pas. Et on peut être fiers, partout dans la Manche, au regard du résultat de dimanche dernier, et j'espère qu'il se concrétisera dimanche prochain, on peut être fiers de vous avoir parce que c'est grâce à vous que cette victoire va la gagner. Donc les premiers applaudissements que je souhaite, c'est pour vous tous qui avez milité en faveur du président Emmanuel Macron. Donc un grand merci à vous. Le timing de la réunion, Sébastien va commencer pour évoquer le sujet agriculture, un état des lieux de ce qui a pu être fait dans ces 5 années, avec la perspective européenne. Je ne vais pas vous tracer la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui dans ce conflit russo-ukrainien. Stéphanie pourra nous apporter un certain nombre d'éléments concernant effectivement la situation au sein de l'Union européenne. Stéphane dira un petit mot, je pense, également sur sa vision d'homme politique et sur le sujet de la démocratie, sur lequel il a beaucoup travaillé, son exercice. Et puis, Monsieur le ministre terminera sur le sujet que vous évoquez tout à l'heure. Donc, belle soirée à tous, encore une fois, merci beaucoup pour votre présence. Merci. C'est ça, la démocratie, on n'avait pas le droit de s'asseoir, c'est quoi votre démocratie? Merci. On ne peut pas que les gens s'assoient. Merci. Et je me fais sortir là, j'ai rien fait. Là, c'est pas possible. On va pouvoir démarrer. Merci à Bertrand d'avoir laissé une place au monde agricole sur cette soirée. Et puis bienvenue à vous, Monsieur le ministre. Vous vous souvenez sans doute pas, on a eu l'occasion de se croiser lors du salon de l'agriculture, je crois en 2017. C'est une opération qu'on avait menée avec les agriculteurs de la Manche qui s'appelait Cœur de Normandie. On avait trinqué le verre de feu. Alors c'était pas dans mes habitudes, mais pour des raisons républicaines, évidemment, je l'ai fait avec vous. C'était un moment fort agréable. Merci aussi à vous, Stéphane, de votre présence. Stéphane, évidemment, est quelqu'un avec qui on a dans la Manche beaucoup travaillé, notamment sur le dossier agricole, même si parfois on a eu ensemble quelques volets de bois vert à se passer sur des sujets, mais ça fait partie de la démocratie. Et évidemment, tout n'est pas réglé, il reste encore des sujets à régler, mais c'est aussi pour ça
que moi aussi j'ai fait le choix de m'engager un peu plus ouvertement, un peu plus politiquement, comme je m'étais toujours refusé de le faire en tant que président de FDSA, puisque évidemment quand vous êtes engagé dans un syndicat professionnel, vous êtes tenu à certaines restrictions qui sont tout à fait normales hein, sur l'engagement politique. Mais il me semblait plutôt urgent d'accompagner quelque part l'équipe gouvernementale, alors à ma façon, hein, sur ces 5 années qu'on clôture maintenant, au moins sur l'engagement agricole. Vous connaissez, alors je vous le dis, monsieur le ministre, et les gens ici présents le savent, l'agriculture est prépondérante aujourd'hui sur le Sud-Manche, une agriculture extrêmement dynamique, qui s'est développée d'abord sur une agriculture familiale, hein, et exemple d'emploi, exemple de foncier aussi, et donc on est quelque part en Normandie, presque ici en Bretagne. Les enjeux sont extrêmement importants sur l'agriculture aujourd'hui, puisque, vous le savez, nous traversons, notamment dans le monde de l'élevage, une crise, on est en crise perpétuelle, puisque de toute façon, la définition de la crise, c'est le changement, et évidemment, on est en mouvement perpétuel. Et c'est d'autant plus vrai maintenant, à l'heure où on se parle, que les événements géopolitiques qui nous frappent, qui nous touchent depuis quelques semaines, eh bien, viennent d'autant plus perturber la vie des agriculteurs. Les enjeux pour l'agriculture pour ces 10 ou 15 prochaines années vont être des enjeux d'ordre démographique. On a aujourd'hui une population d'exploitants agricoles qui va partir à la retraite, quasiment plus de 50% des exploitants agricoles ont plus de 50 ans, ce qui veut dire qu'il y aura forcément à poursuivre l'engagement gouvernemental vers l'accompagnement de la profession sur la formation professionnelle. Et souvent, nous en avons discuté, échangé avec Stéphane Travers, on a sans doute, allez, le terme peut être un peu galvaudé, un Grenelle de la formation professionnelle agricole à imaginer, puisque on a eu, nous les professionnels, peut-être le tort de se focaliser sur la formation de futurs chefs d'entreprise et pas suffisamment de praticiens au monde de l'élevage. Et donc là, il faudra sans doute qu'on ouvre la discussion. Alors je le dis à vous, puisque vous êtes chargé d'éducation, et évidemment, quand on vous parle de formation professionnelle, ça doit vous parler un petit peu, même si c'est le ministère de l'Agriculture qui porte plus le sujet de la formation professionnelle. Mais c'est important qu'on puisse aussi évoluer et faire évoluer les méthodes d'enseignement, puisque bon nombre de mes collègues ici dans le Sud-Manche bien souffrent du manque de manœuvre, du manque de disposition de manœuvre à disponibilité des exploitations. Et puis il faut bien dire, nous sommes dans une zone où nous sommes quasiment au plein emploi, et évidemment ça pose un certain nombre de difficultés. Alors évidemment, il faudra évidemment travailler sur l'attractivité du territoire. Et là, malgré ce qu'en pense Mme Le Pen, puisqu'elle considère qu'aujourd'hui un certain nombre d'élus locaux sont négligés, sont oubliés, sont... Oui, enfin, je fais également le même constat, mais c'est pas le bilan d'Emmanuel Macron. C'est peut-être le bilan d'une loi qui devra être revisitée, retravaillée, qui s'appelle la loi NOTRe, qui n'est pas si ancienne que ça, puisqu'elle a été votée en 2015, et que, évidemment, quand vous mettez en place des réformes structurelles sur l'organisation des collectivités territoriales, eh bien, un temps de 6 à 7 ans est nécessaire avant de voir là où, à la marge, il faut sans doute corriger le tir, sachant que ce qu'on peut constater à certains endroits n'est pas exactement vrai à d'autres. Et autant comme j'ai à l'esprit des collectivités, des agglos qui fonctionnent très bien au sein du département de la Manche, d'autres où ça c'est un peu plus à la peine parce que les disparités à l'intérieur de ces mêmes territoires sont très importantes. Et j'en sais quelque chose, moi, qui vient du Mortainais. Et puis il y a aussi l'attractivité des rémunérations, puisque quand vous voulez recruter dans un bassin d'emploi tel que le nôtre, où on est, je vous le dis, hein, je le répète, quasiment à l'emploi plein, là aussi il y aura forcément un travail à faire de notre part, nous, exploitants agricoles, mais il ne pourra pas se faire sans
une rémunération de nos produits. Et c'est pour ça que j'ai aussi choisi d'accompagner cette campagne présidentielle, tout simplement parce que Emmanuel Macron a eu le courage de mettre en place et de commencer à travailler sur la loi Egalim. Et ça, je peux vous le dire, depuis peut-être la loi de 62, Pisani, jamais aucun président de la République ne s'était préoccupé de la rémunération du monde agricole. Alors la loi Egalim 1, si vous en parlez à beaucoup de mes collègues, elle n'a pas donné grand-chose. Et c'est pour ça qu'avec Stéphane Travers et Bertrand Sort, on s'est réunis à plusieurs reprises et on a commencé à réfléchir, il y a maintenant 1 an et demi, à cette hypothèse de pouvoir revisiter, rebattre les cartes de la loi Egalim 1 et très courageusement, je dirais, le gouvernement a admis que cette première version de la loi Egalim 1 n'était peut-être pas tout à fait à la dimension des ambitions qu'il fallait mener, et c'est comme ça qu'on a réussi à avancer sur la loi Egalim 2. Egalim 2 est en train de se mettre en place. C'est encore extrêmement compliqué, parce qu'un certain nombre d'opérateurs, des filières en aval des exploitations, eh bien, sont pas prêts à jouer le jeu. Il faut que vous sachiez quand même que les enjeux financiers qui sont derrière tout ça sont énormes. Vous imaginez que pour Michel Hébert, qui, lui, était à la rédaction de cette LME de 2007, avec le président de la République de l'époque, c'est un peu dur de voir les paysans arriver autour de la table, puisque c'est ce que moi je salue du côté de l'équipe gouvernementale, c'est que à l'intérieur des filières, personne n'a été exclu. C'est-à-dire que le monde de la production a été entendu, le monde de la transformation a été entendu, et puis évidemment, ils savent se faire entendre, la grande distribution également a été entendue. Donc, je le répète, c'est un tour de force qu'il faudra peut-être réitérer sur un 3e volet de la loi, et c'est pour ça qu'on n'a surtout pas besoin, pour, je dirais, faire en sorte qu'on ait une bonne répartition de la valeur ajoutée et qu'on puisse maintenir un maillage agricole, maintenir un tissu agricole et surtout une souveraineté alimentaire, on aura besoin de continuer de poursuivre le travail sur ce qu'on avait appelé au départ les états généraux d'alimentation, de l'agriculture, pardon, qui se sont très vite transformés en les états généraux d'alimentation, d'où ce qui montre bien l'envie et le souhait de l'équipe gouvernementale de travailler avec l'ensemble des acteurs de la filière et non pas avec un seul acteur de la filière. Alors, là où le monde agricole a rempli ses engagements, c'est que la loi Egalim, effectivement, l'objectif c'est de ramener, du revenu dans les exploitations, mais conditionner un certain nombre d'obligations environnementales. Et là-dessus, la partie du deal, nous nous étions engagés, elle est quasiment opérationnelle. Donc on attend que la contrepartie puisse évidemment coopérer. Et puis évidemment les enjeux de souveraineté alimentaire, on les touche du doigt maintenant, on les touche du doigt depuis quelques semaines avec ce qui se passe aux frontières de l'Europe. Évidemment, il n'a échappé à personne que l'embargo russe, doublé du fait que nos collègues ukrainiens seront dans la capacité d'englaver les surfaces en céréales ce printemps, va risquer de créer des tensions sur l'échiquier géopolitique du marché du blé, du marché de la céréale, du marché de la protéine végétale. Et évidemment, on a un certain nombre de pays d'Afrique du Nord, notamment, qui sont les gros clients habituels de l'Ukraine et de la Russie, qui vont devoir aller faire leur marché sur d'autres contrées mondiales, et avec une vraie difficulté à pouvoir, je dirais, s'aligner sur l'évolution des cours. L'évolution des cours des protéines végétales comme des céréales est galopante aujourd'hui, et ce qui nous fait craindre à tous, pas moi seulement en tant qu'agriculteur, mais en tant que concitoyen,
les émeutes de la faim d'Afrique du Nord et qui pourraient avoir des conséquences chez nous. Alors là, on compte aussi évidemment sur l'engagement qu'a eu le président de la République ces dernières semaines sur l'échiquier européen, mais aussi international, pour faire en sorte qu'on puisse, au moins pour un temps, débriller les énergies, et je crois que ça a été déjà annoncé dans ce sens-là, pour qu'on puisse nous aussi, en France, contribuer au fait que la souveraineté alimentaire mondiale, elle puisse être au moins préservée pour que ces pays-là ne soient pas touchés des émeutes de la faim. Alors les émeutes de la faim, à la limite, quand on est un juge militaire ou à Saint-Saunier, on ne voit pas bien ce que ça vient faire là. Sauf que le sujet de l'immigration et des populations qui pourraient être en situation de famine dans ces pays-là, eh bien, pourrait très vite nous impacter parce que quand les gens ont faim, quand les gens sont révoltés, on ne maîtrise pas grand-chose, ou on a du mal à maîtriser tous les flux de population qui pourraient y avoir. Donc c'est là où aussi, nous, Monde Agricole, on est engagé à vos côtés pour qu'on puisse, sur cette période de 18, 24 mois, 36 mois, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais on puisse, nous aussi, contribuer à ce que bien, la famine, on en ait le moins possible au contrées de l'Europe, et puis surtout faire en sorte que le panier de la ménagère, comme on l'appelle assez vulgairement chez nous, eh bien, il ne s'envole pas trop. Parce que là aussi, l'enjeu du pouvoir d'achat, il est là aussi, hein, c'est qu'on puisse débriller les énergies pour qu'à un moment donné, le panier de la ménagère, on puisse le contenir. On n'a pas uniquement des consommateurs qui sont en capacité d'aller sur l'alimentation bio, de l'OGM, on a aussi tous ces bas salaires, ces bas revenus, qui ont des moyens modestes pour se nourrir et à qui il faudra qu'on assure à un moment donné une alimentation saine et en quantité suffisante. Et puis évidemment, il y a l'Europe, et ça c'est un volet qui nous est cher avec Stéphanie, puisque on a cette fameuse politique agricole commune qui est en place déjà depuis plusieurs années et qui petit à petit se verdit. Donc se verdit, donc elle répond quelque part aux attentes sociétales. Et ça, quand on en discutait avec Stéphane, quand on en discute à la FNSEA, on voit parfaitement que le verdissement de cette politique agricole commune est le fait de la Commission européenne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'ai envie, en tant que syndicaliste, de taper un raccourci sur les gens qui nous dirigent en France, eh bien, je ne vais pas faire grand-chose parce qu'il y a un moment donné, il y a un collectif européen qui donne les orientations et le grand cadre. Et c'est dans ce grand cadre-là qu'il va falloir qu'on fasse évoluer notre agriculture pour qu'elle soit sans doute un peu plus verte, mais sachant que quand c'est plus vert, c'est plus cher. C'est, excusez-moi Stéphane, c'est le travers de la... Et puis, pour ceux qui douteraient encore de la pertinence de l'échelon européen, on a tous en mémoire encore le fameux plan de relance. Le plan de relance a permis de mobiliser des fonds extrêmement importants et conséquents au niveau européen, qui font que, suite à la crise Covid, on relance l'économie. Et ça, c'était extrêmement important. Je ne sais pas dans quelle proportion, dans quelle mesure, l'Europe pourra également se mobiliser pendant cette crise géopolitique qu'on est en train de vivre et jusqu'à quand. Mais j'ai quand même le sentiment que la France, la souveraineté alimentaire du pays sans l'Europe, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc là, on a aussi, on l'a vu ces dernières semaines, une équipe gouvernementale avec un président de la République qui sont plutôt extrêmement engagés, qui font tout ce qu'ils peuvent, parce que malgré le poids de la France, oui, Marine Le Pen dit, oui, on a perdu une certaine souveraineté nationale. Et, enfin, moi j'ai envie de dire à Marine Le Pen, vous avez loupé les trains. L'euro s'est mis en place il y a déjà quelques années. Alors elle a tout d'un coup eu une illumination, cette chère Marine, entre 2017 et aujourd'hui, sur le fait que l'euro était quelque chose d'absolument nécessaire. Enfin bon,
je trouve que ces dernières semaines, Marine Le Pen a un discours très républicain, soudain. J'ai un peu l'impression que, et ça je vous demande de ne pas vous y tromper, il y a forcément un paravent républicain dont elle s'est couverte, et il faudra à un moment donné lever le paravent. J'espère que le président de la République sera en forme demain soir pour faire en sorte de faire tomber le paravent. Et puis les masques sur qui est Marine Le Pen, qui sont ses troupes, puisque malgré les discours de façade, je crois que n'oublions pas qui sont les gens qui entourent Marine Le Pen, ou ce qu'ils ne savent pas faire, parce que c'est aussi ce qu'on peut reconnaître aujourd'hui à l'équipe gouvernementale, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Et pour moi, aujourd'hui, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Donc voilà, et puis il y a cet enjeu de la souveraineté énergétique. Souveraineté énergétique qui revient au devant de la scène depuis quelques semaines. Nous aussi, l'agriculture, on a une contribution à apporter, notamment en rentrant dans une dynamique d'économie circulaire, puisque vous le savez, ici, dans le Sud-Manche, la méthanisation en partant de l'exploitation agricole se développe, et elle se développera encore. Et nous, on considère aujourd'hui, contrairement à ce que Marine Le Pen prétend, oui, il y a une urgence climatique, et si la méthanisation, si l'éolien, si le photovoltaïque sont des moyens de produire de l'énergie décarbonée, eh bien, nous, on est prêts, du côté de l'agriculture, à donner à y contribuer pleinement. Donc voilà, donc, comme je vous le disais, il faut absolument que derrière ce paravent républicain que porte Marine Le Pen, eh bien, il faut qu'elle tombe le voile. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Messieurs les ministres, le ministre Travers, monsieur le député, merci beaucoup de ton invitation. Mesdames et messieurs les élus, je suis ravie de voir ma collègue conseillère régionale de Normandie ici et beaucoup de maires ici présents. Madame le maire, merci de nous accueillir. Cher Sébastien, représentant de l'agriculture, bonsoir à toutes et tous. Je suis venue vous parler d'Europe. Europe, diront certains, ils devront s'habituer. Parce que je continuerai. Et parce que notre combat est bien là. C'est notre histoire, notre identité, notre horizon, ce qui nous protège et ce qui nous donne un avenir. C'est la phrase introductive d'un jeune président de la République élu en 2017, Emmanuel Macron, lors de son discours de la Sorbonne. Un discours précurseur. Si vous le lisez, il est toujours d'actualité, incontestablement. 5 ans après, il parlait déjà de souveraineté alimentaire, de graves crises. Moi, j'ai été littéralement séduite, européenne convaincue, mais pas dogmatique, née dans la Manche, fille d'agriculteur, et je salue mon papa ce soir, avocate d'affaires, élue locale. J'étais séduite parce que d'abord, dans ce discours, le président de la République nous propose une troisième voie. Au-delà des eurosceptiques, pour qui l'Europe est toujours le bouc émissaire, c'est toujours la faute à l'Europe. Et au-delà des européens, fatalistes, pour qui de toute façon on n'a rien fait, on n'a rien à faire, on ne fera jamais rien, eh bien cette troisième voie, c'est l'Europe qui n'est pas naïve, c'est l'Europe concrète et c'est l'Europe réaliste. Alors elle est certes pas parfaite, mais nous, Normands, quasiment toutes et tous ici, je crois que nous connaissons le prix à payer, la liberté de la paix. On a tous en tête un récit familial d'atrocités commises pendant la guerre, d'occupation. Pour nous, l'Europe, c'est un peu une chance, une évidence. Alors certes, elle n'est pas parfaite. Elle est peut-être trop technocratique, bureaucratique. On n'y comprend pas grand-chose, il y a beaucoup de normes.
pas assez sociale, peut-être trop économique, et qu'est-ce qu'elle est éloignée des territoires. Mais au-delà du discours séduisant, il y a une promesse d'engagement pour ceux qui le souhaitent. Et cette promesse, moi j'ai voulu l'écouter, l'entendre. Une promesse de rassemblement, de dépassement politique. Parce qu'on n'est pas toutes et tous d'accord. Loin de là. C'est ça la démocratie. À moins de 2000 km, il y en a qui se font tuer pour la démocratie. Et cette promesse d'engagement, eh bien moi, la fille d'agriculteur de la Manche, eh bien j'ai voulu la relever. J'ai voulu relever cette aventure européenne grâce à des personnes qui, dès le départ, ont cru en moi. Je vais notamment remercier Stéphane Travers, soutien de la première heure. Et je crois que je suis un peu, personnellement, et pardonnez-moi, mais l'incarnation de ce déplacement politique. Juppiste, plutôt de droite. Qu'est-ce qui nous rassemble? Ben, c'est ces valeurs communes. Cette envie d'aller au-delà. Cette envie de faire des choses. Quand on a envie de faire, d'essayer d'être utile, alors les choses, elles ne sont pas parfaites. Mais si on n'est pas content, eh bien, essayons de faire des choses ensemble. Dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'action. Et c'est ce qu'on a fait. Parce que ce pari, il était justement celui-là, d'agir en complémentarité. Ce dont parlait tout à l'heure Sébastien sur l'agriculture. Et se dire, tiens, sur ces dossiers, sur la PAC, qu'est-ce qui se passe? Les agriculteurs souffrent d'une chose, il faut leur assurer un revenu décent. Comment on fait? Eh bien, on travaille avec des eurodéputés, Jérémy De Serle, l'eurodéputé en charge de la PAC, qui peut nous aider sur ces sujets. On travaille de concert. Parce que l'élection européenne de 2019, elle a vécu un vrai tournant politique. Et finalement, c'est le même match qu'on vit le 24 avril. En 2019, nous étions, nous, députés, on est 24, de la majorité présidentielle, on s'est retrouvés au coude à coude dans les élections avec l'extrême droite, les eurodéputés d'extrême droite. Et ce qui se jouait à l'époque en 2019, c'est ce qui se joue dimanche prochain. C'est une France forte dans une Europe forte. Pas à n'importe quelle condition. Bien sûr, il faut qu'elle soit plus sociale. Bien sûr, il faut qu'elle soit plus politique et géopolitique pour s'imposer ailleurs. Ou alors, c'est la France du déclin, la France qui s'isole, parce que les 26 autres pays européens ne vont pas nous attendre pour agir. Il y a la guerre à la porte, là, aux frontières, à nos frontières, sur notre vieux continent. Et ceux qui, en 2019, nous regardaient en souriant et nous disaient « Tu nous parles de la paix, de la liberté, ça va, hein ?» Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce match, il se joue dimanche. La France isolée. Et la France qui doit rester, ce qu'elle fait depuis 5 ans, aux manettes, clé, moteur central dans la machine européenne qui est la seule solution pour combattre certaines crises. Alors sur la PAC, c'est pas parfait, mais on s'est battu sur le budget. Avec Jérémy De Serle, on a obtenu de garder le même budget pour 2021-2027. Alors la candidate d'extrême droite nous dit une chose. Moi, le 25 avril, je frappe à Bruxelles et je dis on va diminuer de 20% le budget, la contribution de la France au budget européen, ça veut dire 20 milliards d'euros. Ben, je préfère dire à nos amis agriculteurs que c'est déjà une mauvaise nouvelle pour eux. Parce que la PAC, bien c'est la France qui en est le principal bénéficiaire. Et allez demander à un agriculteur britannique qui a subi le Brexit s'il a retrouvé des aides nationales du gouvernement de Boris Johnson à la hauteur des aides de la PAC, moi j'en ai pas vu. Mais si vous en trouvez un, je suis preneuse. Hein. Alors elle va revoir le montant, elle va revoir effectivement les traités. Je ne sais pas très bien hein, d'ailleurs, ça doit se faire à l'unanimité, et encore une fois, la France, oui, elle est importante, elle est centrale, mais il y a 26 autres pays hein, qui veulent avancer, qui savent que la pandémie n'est pas finie, et qui savent qu'il y a la guerre aux portes là, et que finalement l'unité,
l'unité européenne, elle a tenu. Donc faire bande à part, c'est plutôt appelé au festival des distorsions de concurrence avec nos voisins. Puis le marché de l'agriculture française, tu l'as dit notamment Sébastien, bah c'est pas la France, c'est l'Europe. Privilégier effectivement des approvisionnements régionaux et locaux, c'est bien. Mais pouvoir aller vendre déjà chez nos voisins européens, c'est aussi bien. C'est ça en même temps. Et donc, je le disais tout à l'heure, aller trouver un agriculteur britannique qui est ravi du Brexit, on a essayé, on n'a pas trouvé. Un consommateur britannique, pas très bien. Vous vous souvenez qu'il y avait plus de dinde annuelle pour un pays comme le Royaume-Uni. Je vous ai parlé de l'agriculture, je peux vous parler de la pêche. Avec Bertrand, on a plutôt pas chômé sur ce sujet-là, et encore, et avec Stéphane, parce que ça a concerné la Manche, le Calvados, la Normandie, tout le littoral, nombreux pêcheurs. Quand on sait qu'une personne qui pêche en mer, c'est 4 personnes qu'il faut nourrir à terre, bah, là c'est pareil, Marine Le Pen, vous savez, hein, c'est le même produit, c'est juste l'emballage qui a changé entre 2017 et 2022. Parce que en 2017, c'était bien le Brexit. Il fallait encourager même le Frexit. C'était une très bonne nouvelle. Eh bien, pourquoi pas? Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on répond aux pêcheurs français qui, certains n'ont pas encore leur licence d'accès aux 6-12 000, aux licences sur les îles de Normandie? C'est marginal, mais quand même. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Et qu'est-ce qu'on leur répond si la France sort de l'Union européenne? Parce que nous, comme Boris Johnson n'a pas pris ses responsabilités et n'a pas appliqué ce fameux traité de commerce et de coopération à la suite du Brexit, sous l'impulsion du Parlement européen, avec la Commission européenne bien évidemment qui avait proposé, et puis après le Conseil des ministres qui décide également, l'Union européenne, on a voté une réserve d'ajustement au Brexit pour les pêcheurs de 5 milliards d'euros. Et ça permet de dire à nos pêcheurs, ça va nous permettre de voir. Donc, l'Europe, elle est aussi un peu sociale. Parce qu'on les aide, parce qu'on aide des familles. Et Jean Monnet disait, l'Union européenne se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Tu en as parlé un petit peu, je ferai rapidement parce que je sais que monsieur le ministre va bientôt partir et je pense qu'il est important qu'il échange. Juste revenir sur les 2 crises qu'on a connues. 2020, Covid, qui a finalement révélé l'Europe. 2022, la guerre en Ukraine, qui a réveillé l'Europe. Une réveille, l'autre réveille. La crise du Covid, elle a révélé l'Europe. Pourquoi? Parce qu'en 2020, on s'est rendu compte quand même que l'Europe n'avait pas de compétences sanitaires et santé, et pourtant il fallait faire face à une pandémie mondiale qui touchait tout le monde. Eh bien, et on a parlé, c'est l'idée du plan de relance. C'est l'idée pour la première fois de faire en sorte que ces États membres, qu'on disait plutôt désunis, ont finalement poussé la solidarité à l'extrême pour s'endetter en commun. C'est l'idée de lancer les premiers pas de l'Europe de la santé, avec l'achat des vaccins communs, avec le pass Covid qui a permis à nos jeunes de continuer à voyager. Tous les jeunes à l'extérieur, dans les pays qui n'étaient pas dans l'Union européenne, nous disaient quelle chance. Quelle chance parce que vous avez un pass européen qui va nous permettre, les jeunes, de voyager. Tu as parlé tout à l'heure de France Relance, effectivement, qui est justement abondé à 40% par l'Union européenne. Moi, j'avais noté de nombreux projets ici. La réalisation du plan d'eau du kayak polo à Avranches. France Relance, 40% financé par l'Europe. La station d'épuration d'Ardevon. Le chauffage, l'installation du chauffage fuel, la remise aux normes d'isolation d'école et de la restauration scolaire de Saint-Quentin-sur-le-Haut, à Saint-Loup, l'isolation et la rénovation de la mairie.
à jeûner, l'assainissement, tout ça, ce sont des projets qui ont été financés à 40% par l'Union européenne, des projets qui représentent presque 1 500 000 €. Et puis la guerre en Ukraine. C'est vrai que l'Europe est considérée souvent comme un nain politique. On dit que c'est une puissance économique, peut-être pas trop sociale, peut-être pas trop politique. Et là, avec cette crise, force est de constater qu'on se dirige vers une Europe de la défense, avec une vraie unité de certains États, sauf les poutinistes notoires, bien évidemment, ceux qui ont dû en 2014 emprunter, c'est le cas de la candidate d'extrême droite, près de 10 millions d'euros à une banque russe, et puis là récemment à une banque hongroise. Donc forcément, au sens propre comme au figuré, quand vous êtes aux bottes de Vladimir Poutine, c'est difficile ensuite d'être objectif neutre de défendre l'Ukraine, qui, je le dis et je le rappelle, se bat en ce moment. Les Ukrainiens se battent pour la démocratie. Et ces aides, bien évidemment, conséquence de la guerre en Ukraine, ce sont des aides qui sont discutées entre les différents ministres des différents États membres pour soutenir les consommateurs. Vous l'avez vu notamment avec des mesures qui ont été prises nationalement pour soutenir les personnes qui sont les plus impactées par cette guerre. Sébastien l'a rappelé, avec une crise alimentaire mondiale majeure qui également pointe le bout de son nez. Et donc, peut-être rapidement, vous demandez ce que vous voulez pour le 25 avril. En conclusion, qu'est-ce que vous voulez pour vous, pour vos enfants? Alors, je ne suis pas en train de vous dire que l'Europe, c'est les bisounours, c'est parfait. Hein. Mais maintenant, est-ce que le 25 avril, vous voulez vous dire que votre jeune, s'il veut voyager en Espagne, eh bien, il peut continuer à voyager sans passeport, sans visa, en utilisant de l'euro. Est-ce que si vous êtes une entreprise, vous avez envie de continuer à pouvoir commercer dans un pays de l'Union européenne en vous disant « c'est bien, j'ai pas de douane à payer », pas de formalité douanière, parce que c'est ça qui fait la libre circulation des marchandises que nous propose la présidente, la candidate, pardon, présidente du Front National, Rassemblement National, candidate à la présidence française et candidate à la présidence de l'Union européenne pour les 3 derniers mois. Alors est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut dépendre de Vladimir Poutine dès le 25 avril? Réfléchissez pour vous, pour vos enfants. Vous avez le choix entre cette Europe, cette France plus forte dans une Europe plus forte. Est-ce que nos agriculteurs ne méritent pas une juste rémunération, cette aide et soutien dont tu parlais, Sébastien, de la PAC qui date de 1962? Est-ce que nos pêcheurs qui ont vécu le Brexit, la pandémie et la guerre en Ukraine et d'autres encore, est-ce que les aides sociales, presque 3/4 des aides alimentaires qui sont fournies, que ce soit la Banque alimentaire, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, sont financées par l'Europe? Est-ce qu'on arrête ça? À vous de décider. Mon choix est fait. Monsieur le ministre, merci de ta présence et réfléchissez bien. Le 24 avril, c'est la France et c'est la place de la France dans l'Europe, dans l'Union européenne de demain. N'oubliez pas qu'on est en Normandie. Si certains veulent s'exprimer, ils pourront le faire tout à l'heure. Moi, j'accepte qu'on ne soit pas d'accord avec moi,
Il y a certaines limites. Je vous ai pas sifflé quand vous êtes rentré. Non, mais vous avez dit des conneries pendant une demi-heure. Monsieur Jaffray, vous êtes libre de quitter la salle si vous ne Et c'est trouvez ce que pas. j'allais dire. Non, vous êtes engagé tout à l'heure à être respectueux des propos. Vous êtes engagé pendant 20 ans et vous avez fait de la merde. Dans ce cas-là, vous quittez la salle, monsieur. On n'est pas vulgaire avec vous, soyons pas vulgaires avec vous. On est en train de, madame, vous êtes en train de parler d'Europe, d'Europe, d'Europe. En France, on est en train de crever la dalle. Ça, vous n'en parlez pas. Vous n'êtes même plus des politiciens, vous êtes des machines à faire des pauvres. Monsieur Jaffray, on n'est pas là pour écouter votre... Ah non, non, je suis pas... Moi, je vous demande de quitter la salle, monsieur Jaffray. Vous enrichir, vous voulez. Monsieur, la parole est là-bas. Est-ce que vous respectez Respectez vos engagements. Macron nous emmerde. Pardon? Macron nous emmerde et nous aussi quitter la on salle, emmerde. monsieur. Voilà. Vous pouvez quitter la salle. Vous avez pris l'engagement de rentrer et de respecter le débat. Donc tenez vos engagements si c'est possible. À la fin du débat, madame le maire, si vous voulez bien. Voilà, c'était l'engagement tout à l'heure. Vous laissez les intervenants. On se merde. Vive Paris. Bien, je vais faire les choses en 2 minutes. À l'heure des périls, on a besoin d'unité. On a besoin d'unité parce que la nation le recommande, parce que la nation le souhaite. À l'heure des périls, nous n'avons pas besoin d'être tous d'accord sur tout. Mais cette unité, elle est importante et elle est là ce soir. Moi, je ne suis pas du Modem, mais les gens du Modem sont dans la salle. Je ne suis pas d'Agir, mais les gens d'Agir sont dans la salle. Je suis de la République En Marche et les gens de la République En Marche sont dans la salle. Je suis de Territoire de Progrès, les gens du Territoire de Progrès sont dans la salle. Je ne suis pas d'Horizon, mais les gens d'Horizon sont aussi dans la salle. Et beaucoup de gens avec qui nous avons eu des parcours communs, avec qui nous avons pu avoir des différends politiques, mais toujours avec bienveillance et respect, sont là ce soir pour partager une idée très noble, c'est celle de la démocratie. Dimanche prochain, vous irez faire un choix. Vous irez faire un choix en conscience. Et vous irez choisir le destin de la France pour les 5 années à venir. Et au moment où je sortirai de l'isoloir, où j'aurai déposé le bulletin de vote, je penserai à celles et ceux qui se sont battus pour obtenir ce droit de vote. Je penserai à celles et ceux qui se battent en ce moment pour sauver la démocratie, pour sauver leur pays, à 2 heures d'avion d'ici. Je penserai à mes parents, ouvriers, qui se sont saignés pour offrir une éducation digne de ce nom. Je penserai à celles et ceux qui se sont battus pour offrir des droits réels à toutes les populations, construire de nouveaux droits, mais aussi de nouveaux devoirs. Parce que notre devoir, c'est de faire vivre la démocratie. Et la démocratie, elle vit à travers le vote. La démocratie, elle se vit à travers la participation électorale. C'est un moment important, attendu par tous nos concitoyens. Merci Jean-Michel d'être présent ce soir avec nous, avec l'ensemble des élus et des gens. Et même si nous ne sommes pas d'accord sur tout ici, nous avons au moins cette chance dans ce pays de pouvoir parler sans crainte, de pouvoir parler sans se demander si une bombe ne va pas nous être lancée par une armée ennemie qui veut s'emparer de notre pays. Nous pouvons ici travailler ensemble à notre bien commun, à faire en sorte que demain, sur l'éducation, sur la santé, sur l'agriculture, Sébastien l'a rappelé tout à l'heure, sur l'Europe, nous puissions continuer à porter un projet de progrès. Et c'est cela que l'on attend de nous dimanche. C'est cela que l'on attend aussi des responsables politiques, de prendre ses responsabilités, de faire le travail, de dire ce que l'on fait et de faire ce que l'on dit. Et c'est autour de ces éléments-là que la démocratie, elle est riche de sa diversité, riche de sa pluralité. C'était le message que je souhaitais très brièvement vous passer parce que je pense que vous êtes aussi ici pour entendre Jean-Michel Blanquer. Nous avons bien travaillé ensemble lorsque nous étions tous les deux sur les bancs du gouvernement à construire ces droits, à faire en sorte que demain l'assignation à résidence ne soit plus un sujet, à faire en sorte de pouvoir offrir la meilleure éducation possible à nos enfants des quartiers, mais aussi à nos écoles rurales, à faire en sorte de construire cette égalité des chances à laquelle nous sommes tous les uns et les autres très attachés. Et au moment où nous arrivons à la fin d'une période, eh bien, nous souhaitons ouvrir une autre page. Emmanuel Macron disait à Marseille le week-end dernier, je ne suis pas là uniquement pour faire 5 ans de plus, mais 5 ans pour réinventer.
5 ans pour travailler encore différemment. 5 ans pour faire bouger les choses au profit de notre société. Dimanche prochain, je penserai à nos aïeux, je penserai à ceux qui se sont battus pour nous, et je penserai aussi à la planète, à l'avenir de nos enfants, à nos futures générations, à qui nous léguons cette société et qui demain en auront la charge. Et pour en avoir une charge la plus en plénitude possible, eh bien, nous souhaitons construire d'ores et déjà cette société de confiance dans laquelle, et pour laquelle nous souhaitons associer une majorité de Français. Merci de votre attention. Merci beaucoup Stéphane, merci à vous tous d'être là. C'est d'ailleurs un bon moment de démocratie que de se retrouver ainsi. J'en suis vraiment très heureux. Je suis très heureux de revenir pour la 3e fois dans la Manche depuis le début du quinquennat. Merci Bertrand de m'avoir invité. Avec Bertrand, on a bien travaillé aussi dans la commission éducation et culture et sport de l'Assemblée nationale. Bertrand est un professeur, ça se voit par tous les côtés, et toujours attentif au sujet éducatif. Puis il y a une amitié qui naît, parce qu'en politique ça existe, on se connaît au fil du temps. Et donc je suis toujours très heureux de venir sur ce territoire, de retrouver Stéphanie aussi. La dernière fois c'était avec beaucoup de mobilisation pour l'Ukraine, et encore aujourd'hui, et je crois que c'est très important de commencer toutes nos interventions en rappelant l'importance de ce qui se joue en Ukraine. Vous l'avez fait tous les trois, il faut le dire, parce que l'Ukraine nous rappelle que la démocratie et la République, c'est pas des choses sans importance. C'est pas non plus des choses qui sont données par la nature. C'est des siècles et des siècles d'évolution de l'humanité pour arriver à quelque chose qui s'est construit et qui doit se défendre au quotidien, comme vous le faites, en venant ce soir, en votant, en étant impliqué. Si on ne fait pas ça, si on ne s'engage pas, si on ne sent pas que la démocratie mérite notre investissement de tous les jours, eh bien, elle peut mourir. Et puis parfois, elle est attaquée de l'extérieur, comme c'est le cas en Ukraine. Il faut soutenir ceux qui défendent la démocratie et la République. C'est ce que fait le président de la République, et c'est ce que fait l'Union européenne en ce moment, et c'est ce que nous devons faire tous les uns et les autres. Et puis, comme Stéphane l'a rappelé, on a aussi eu du travail ensemble au gouvernement. Là, on a un bon exemple de ce que c'est que l'esprit collectif. Avec Stéphane, on a beaucoup travaillé sur le sujet des lycées agricoles et de l'éducation nationale. On s'est retrouvé au salon de l'agriculture, par exemple, pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de convergence entre les deux. Exemple, au collège, il y ait plus d'élèves qui soient incités à aller au lycée agricole, pas simplement pour devenir agriculteur, mais aussi pour tous les métiers auxquels préparent les lycées agricoles. Et là, on a réussi ça. Il y avait une baisse constante du nombre d'élèves qui allaient en lycée agricole depuis des années. Et bien, ça a remonté depuis 2 ans, grâce à ce travail de fond qui a été fait, qui est discret, qui ne fait pas la une du journal télévisé, et qui est essentiel pour la suite de notre pays. Et merci Sébastien d'avoir rappelé qu'on s'est vu justement au salon de l'agriculture en buvant un verre de lait pour encourager la production de lait. Et j'étais heureux d'apprendre qu'ici, quand même, les éleveurs vont plutôt bien en ce moment, je le dis sous ton contrôle, mais que c'est là aussi un dynamisme de la Manche qui se voit. J'ai été heureux, enfin, tout à l'heure d'aller au club de football d'Avranches, dont j'avais beaucoup entendu parler, qui est devenu emblématique d'une magnifique réussite sportive, et où on voit vraiment la France dans ce qu'elle a de mieux, c'est-à-dire d'abord le bénévolat, mais aussi les valeurs du sport, qui sont finalement un peu la même chose que les valeurs de la République, c'est-à-dire de nouveau l'engagement, le dépassement de soi, le sens de l'intérêt général, le sens du collectif. Et quand on voit ce qui s'est accompli ici au fil des années avec ce club de sport, au profit notamment de l'épanouissement des jeunes, je pense qu'on peut être fier de ce qui se passe sur un tel territoire et que légitimement vous pouvez l'être parce que ça fait plaisir à voir. On parle tellement souvent des choses qui ne vont pas que voir des personnes qui développent la France, le font au service des générations futures, ça fait du bien. Et vous le savez, c'est l'esprit d'Emmanuel Macron. Depuis le début, Emmanuel Macron ne dit pas il n'y a aucun problème en France. Et il ne dit pas non plus on doit regarder que les problèmes et oublier les solutions. Il dit ça sur l'Europe, par exemple. Pour commencer, moi, la première fois de ma vie que j'ai vu Emmanuel Macron, j'étais comme vous, dans une salle comme ça, et il venait parler de l'Europe, c'était avant qu'il soit président de la République. Et ce qui m'a séduit considérablement, c'est qu'il y avait 2 choses. La première, c'était la foi dans l'Europe, il dit que c'est un projet fondamental dont nous avons besoin pour l'avenir. Et deuxièmement, c'était une critique de l'Europe, en disant on veut une Europe meilleure que celle-là, plus forte, plus loin, et qui ne fonctionne pas exactement comme on souhaite. Ces 2 dimensions du discours m'ont beaucoup plu, parce que c'était pas fait pour dire on ne veut plus d'Europe ou
il n'y a qu'à Faucon. Non, c'était vive l'Europe, on en a besoin plus que jamais, pour ça on doit l'améliorer. Et on voit bien que c'est ce qui se passe en ce moment, ce dont on a besoin en ce moment. Toute une série d'éléments, la crise Covid, la guerre en Ukraine, mais bien d'autres choses aussi, nous montrent qu'on a besoin d'une Europe forte pour avoir une France de plus en plus souveraine. Et une Europe souveraine, le mot fonctionne aussi pour l'Europe, parce qu'on a besoin de souveraineté alimentaire, on a besoin de souveraineté énergétique, on a besoin de souveraineté industrielle, on a besoin de puissance sur des sujets comme les sujets sanitaires. Et ça, c'est l'Europe qui nous donne dans un monde où le risque, c'est le face-à-face États-Unis-Chine, avec des puissances comme la Russie ou même la Turquie, qui viennent créer des troubles géopolitiques dans un monde qui est moins régulé par la toute-puissance des États-Unis. Et dans ce monde-là, on a besoin de force, on a besoin de leadership, et ce leadership, Emmanuel Macron le montre au quotidien, bien sûr en ce moment, puisque c'est la présidence française de l'Union européenne, mais même quand on n'avait pas la présidence de l'Union européenne, Emmanuel Macron, par le couple franco-allemand, par des initiatives avec l'Italie par exemple, ou avec l'Espagne, a su à plusieurs reprises montrer qu'il y avait un chemin, alors même que le contexte a peut-être jamais été aussi difficile qu'au cours des 5 dernières années. Alors oui, on peut relier très concrètement les enjeux précis d'un territoire comme celui-ci, sur le plan agricole, sur le plan industriel, sur le plan des services, sur le plan de la vie quotidienne, avec les enjeux nationaux et les enjeux de l'Europe, et on voit que tout est relié. Et on voit que si on veut préparer l'avenir, on a besoin d'avoir cette Europe qui est si essentielle, mais aussi une vision pour notre pays, parce que parler de l'Europe, c'est pas du tout oublier la France, on a besoin d'investir pour notre pays. Et en effet, Stéphanie a raison, le plan de relance, c'est une belle illustration de ça, parce que c'est une capacité financière européenne, y compris à emprunter sur les marchés mondiaux, au service de projets extrêmement locaux, extrêmement français. Et c'est aussi pour cela qu'aujourd'hui, l'économie française va plutôt bien, ce qui est quand même assez extraordinaire vu la situation internationale, et que le président de la République peut dire, en étant crédible, que l'objectif du prochain quinquennat, c'est le plein emploi. Et vous le savez, sur ce territoire, je crois que le taux de chômage est de 3% ici dans la Manche, c'est crédible de dire qu'on va vers le plein emploi dans un moment où justement le problème est moins de créer des emplois que d'arriver à avoir les compétences en face de l'emploi. Alors les compétences en face de l'emploi, c'est justement mon sujet en tant que ministre de l'Éducation nationale. Et je voudrais vous dire 2 mots de cela au titre du bilan et au titre des perspectives sur le sujet de l'éducation. D'abord, lorsque je veux résumer le projet politique d'Emmanuel Macron, ce sur quoi vous êtes amené à vous prononcer dimanche prochain, je dis qu'il repose sur 2 jambes. Premièrement, c'est la maîtrise du destin individuel. Et la maîtrise du destin individuel, notamment pour les jeunes, c'est l'éducation d'abord et avant tout. C'est la valeur éducative et la valeur travail. C'est le fait de donner à chacun et à chacune les moyens d'aller plus loin, les moyens d'être libre finalement, grâce à la formation. Non seulement quand on est enfant et adolescent, mais même tout au long de la vie. On va parler de formation professionnelle tout à l'heure, et c'est absolument essentiel dans un monde où on doit s'adapter en permanence. Donc la maîtrise de la destinée individuelle. Comment on utilise souvent l'expression arrêter d'avoir des gens assignés à résidence. Donc donner à chaque enfant, a fortiori dans les familles les plus défavorisées, urbaines, rurales, les moyens de la réussite de chaque enfant. Et puis deuxièmement, la maîtrise de la destinée collective. C'est un peu ce que j'ai commencé à aborder en parlant d'Europe et en parlant de la France. Nous devons retrouver notre souveraineté, l'avoir de plus en plus fortement, et pour ça il faut une économie forte, des institutions fortes et une capacité à agir sur le plan national comme sur le plan international. Donc maîtriser notre destinée individuelle, maîtriser notre destinée collective. Le macronisme n'est pas simplement un individualisme, c'est pas seulement la réussite individuelle de chacun, même si ça compte beaucoup, mais aussi la réussite collective de notre pays. C'est aussi un patriotisme. C'est pourquoi le camp d'en face, la candidate d'en face, ne doit pas être considérée comme ayant un quelconque monopole sur le patriotisme. Nous sommes évidemment des patriotes. Nous voulons que notre pays soit fort, que notre pays fasse réussir ses enfants. Nous n'abandonnons pas cette fierté que nous avons et cette idée de la France qui est une synonyme de sa devise, c'est-à-dire liberté, égalité et fraternité. Sur ce chapitre, on a quelques éléments de force, là aussi par rapport à la candidate d'en face. Alors oui, l'éducation a joué et jouera dans le prochain quinquennat un rôle central dans un tel projet. Parce que tout commence évidemment par l'éducation. S'agissant de l'école primaire, vous le savez, elle a été ma très grande priorité.
la première de toutes les priorités, parce qu'on n'arrivera à rien si on n'arrive pas à faire en sorte qu'à la sortie de l'école primaire, tous les enfants sachent bien lire, écrire et compter. Et on sait très bien que ça s'est dégradé sur les 30 années précédentes. Tous les éléments nous permettent de le savoir. Et bien on a repris toutes les choses à la base. Et là, ce qui se voit le plus, ce qu'on cite le plus souvent, c'est le dédoublement des classes dans les réseaux d'éducation prioritaire. 350 000 enfants en bénéficient chaque année. Et c'était un engagement d'Emmanuel Macron en 2017. Et une des choses que je suis fier de dire, c'est que tous les engagements d'Emmanuel Macron en 2017 en matière d'éducation ont été tenus. Et ça, chacun peut le vérifier. Prenez point par point ce qu'il a dit en 2017. Nous l'avons fait et nous sommes allés au-delà. C'est le cas du dédoublement. On a dédoublé les CP, les C1. Et si vous vous souvenez bien, il y avait du scepticisme en 2017 sur le sujet. On l'a fait. Et on a aussi dédoublé ensuite les grandes sections de maternelle. Elles sont presque toutes dédoublées aujourd'hui en réseau d'éducation prioritaire. Mais on a fait d'autres choses qui se sont moins vues en parallèle. On a fait l'instruction publique à 3 ans obligatoire. Ça signifie la valorisation de l'école maternelle et le fait que tous les enfants doivent aller à l'école maternelle. Et on sait que sur certains territoires, ce n'est pas tous les enfants qui vont à l'école maternelle. Et puis c'était l'occasion de dire que l'école maternelle, ce n'est pas quelque chose de marginal. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Un enfant, lorsqu'il arrive à l'école élémentaire, a déjà des inégalités par rapport à un autre enfant en termes de vocabulaire en fonction de sa situation familiale. Et donc c'est à l'école de la République de compenser ça dès le plus jeune âge, en donnant notamment du vocabulaire à l'enfant. Et bien c'est ce que nous faisons. Parmi les choses, on ne va pas rentrer dans tous les détails. On a fait un plan français, un plan mathématique, de formation des professeurs. On a créé près de 15 000 postes de professeurs, alors même qu'il y a 200 000 enfants de moins depuis le début du quinquennat à l'école. Eh bien, ça a fait, parce que j'ai pu dire tout à l'heure à une dame qui m'interpellait, qu'à chaque rentrée scolaire, ici, dans la Manche, comme dans chaque département de France, le taux d'encadrement s'est amélioré. Alors bien sûr, il peut y avoir des difficultés, notamment liées justement à la baisse démographique dans certains villages. Mais normalement, on ne ferme plus une seule école en France sans l'accord du maire, en ayant fait un constat démocratique conjoint. Et donc, cette priorité à l'école primaire, elle commence à donner des premiers fruits. Elle donne des fruits d'ailleurs assez étonnants, hein, si vous regardez la courbe des résultats des enfants à l'école primaire, en français et en mathématiques, alors j'ai pas de tableau, mais ça donne quelque chose comme ça, qui part en 2018, qui monte, qui retombe en 2020, à cause du premier confinement, et qui repart à la hausse en 2021, mais qui fait que de 2017 à 2021, on a quand même une hausse un peu abîmée par la crise Covid. Je dis bien un peu abîmée parce qu'on a eu les fameuses 12 semaines de fermeture d'école sur toute cette période. 12 semaines. En Italie, c'est 28. En Allemagne, c'est 28. Aux États-Unis, c'est la moitié des élèves qui ne sont pas allés à l'école pendant 1 an. Au Pérou, que je connais assez bien, les enfants ne sont pas allés. D'ailleurs, je suis triste à dire, hein, j'ai de la peine à le dire, c'est 2 ans sans école pour tous les enfants du Pérou. Et c'est aussi le pays qui a le plus de morts pour 100 000 habitants. C'est une catastrophe éducative mondiale, aux conséquences incalculables. Eh bien, nous, sous plein de contraintes, avec des critiques qui ne vous ont pas échappé, des inimitiés nombreuses liées à ça, et on a tenu bon. Et grâce au président de la République, on a tenu bon. Et c'est comme ça qu'on est un des pays qui a le moins fermé son école. Et qu'on est ainsi un pays qui, en sachant évaluer où en sont ses enfants, est capable de dire oui, nos enfants ont quand même progressé malgré cette période sur la durée. Eh bien, peu de pays vont pouvoir dire ça. Là aussi, ce n'est pas des choses qui font des étincelles, c'est pas en une journal de 20 heures, mais ça veut dire qu'on a semé des graines pour l'avenir, qu'on a préservé l'avenir de nos enfants. Et si j'ai qu'une seule fierté, c'est celle-là. Et si j'ai qu'une seule chose à dire, c'est cette chose-là. Et bien sûr, on a fait d'autres choses, mais ce point-là, pour moi, était le point auquel je me suis arc-bouté, quitte parfois à perdre quelques plumes, hein, puisque vous avez vu que les adversaires ne manquent pas, les critiques ne manquent pas, mais on a tenu bon, et je crois que c'est un sujet de fierté collective pour tous les professeurs, qui ont été évidemment les acteurs de ça, les personnels des collectivités locales, les Français, les parents d'élèves, tout le monde. Toute la société a montré qu'elle aimait son école dans cette période-là. Et ça aussi, on doit faire d'un mal un bien pendant cette épidémie, nous permet de redécouvrir des choses fondamentales, comme ce qu'on a dit sur l'Europe, ou ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'école. Alors on a aussi travaillé au collège, pour qu'il y ait un tiers des collégiens qui bénéficient de l'opération de droit fait, travaillé au lycée, que ce soit la rénovation du lycée professionnel ou du lycée général et technologique. Aujourd'hui, il y a aussi des critiques sur le baccalauréat et sur le lycée, mais là aussi, j'assume avec fierté le bilan. La majorité des lycéens approuvent cette réforme, tout simplement parce que c'est une réforme qui permet de plus choisir, d'avoir beaucoup plus de choix.
Et en choisissant plus, on approfondit davantage. On a révisé tous les programmes dans le sens d'une exigence supplémentaire. Alors toute la journée, on entend les gens dire c'est le déclin, ça va mal, le système a baissé. Ce n'est pas vrai. Les évaluations internationales auxquelles on fait référence sont toutes, les plus récentes sont de 2018. Depuis les évaluations nationales que nous faisons, nous montrent qu'il y a au contraire eu un début de hausse, notamment ce que j'évoquais pour l'école primaire. Nous préparons mieux aujourd'hui nos enfants que nous ne le faisions hier. Oui, il y a un déclin à rattraper. Oui, il y a une pente à remonter. Et oui, les sujets éducatifs ne trouvent pas leur résolution en 5 minutes. Et je ne prétends pas que tout va très bien aujourd'hui dans toutes les écoles de France, loin s'en faut. Mais on a remonté une pente. Et c'est en général au moment où on remonte une pente que l'on subit les critiques les plus fortes. Et puis il y a les perspectives. Il y a ce que le président de la République est en train d'annoncer au titre de son programme. Il a dit qu'il y a des choses qu'on va approfondir davantage encore. Tout ce que je viens de dire sur les savoirs fondamentaux, à l'école primaire en particulier. Mais on va aussi aller beaucoup plus loin au collège, notamment le projet d'avoir un après-midi à venir au collège, c'est-à-dire le fait que chaque semaine, tous les collégiens de France auront des personnes comme vous, des personnes venues des métiers, venues aussi de l'enseignement supérieur, pour leur parler de l'avenir, pour leur parler de l'orientation, et qu'ils sachent beaucoup mieux, au fil du temps, choisir, tout simplement parce qu'ils connaîtront mieux les métiers de la vie réelle. Les agriculteurs, par exemple, pourront venir beaucoup plus dans les classes, expliquer leur métier et inciter à des vocations futures. Il y aura aussi plus de sport et de culture. Je suis ministre des Sports en même temps que de l'Éducation nationale. On a commencé l'opération 30 minutes d'éducation physique par jour à l'école primaire. Le président de la République a dit qu'on allait la généraliser. C'est un immense enjeu de santé publique, a fortiori en sortie de Covid. Et vous le savez, trop d'enfants sont devant les écrans toute la journée, alors même qu'à cause de ça, ils abandonnent un peu le sport et la lecture. Les deux sujets, justement, que je cherche à encourager. On a interdit les téléphones portables au collège, ça c'est un grand progrès, mais on va devoir encore se battre contre ce que j'appellerais la dictature des écrans, qui est en train de monopoliser l'attention de nos enfants, d'abîmer les cerveaux, alors même que ce qu'on a besoin, c'est de les épanouir au travers notamment de la lecture et de l'activité physique. On a fait des choses dans ce sens, on va aller encore plus loin dans les 5 prochaines années. Et puis l'idée du président, c'est aussi d'aller plus loin dans la réforme de la voie professionnelle, c'est-à-dire là faire en sorte qu'il y ait toujours plus d'alternance dans le lycée pro, ce qui d'ailleurs va devoir engager davantage les entreprises, et qu'on puisse encourager les entreprises et les lycées à ce qu'il y ait une rémunération des élèves quand ils font cela, de façon à ce que ce soit incitatif, et qu'on montre qu'aller vers la voie pro, c'est aller vers des voies d'avenir, parce qu'aujourd'hui on peut travailler après son bac pro, mais aussi, on peut aussi aller en BTS ou ailleurs, et ainsi aller vers des métiers qui permettent tout simplement de bien gagner sa vie. Et je crois qu'on en sait quelque chose ici, parce qu'aujourd'hui il y a de l'offre d'emploi pour des métiers auxquels mène la voie professionnelle. Et là aussi on a fait beaucoup de choses qui parfois ne se voient pas, comme par exemple fermer des formations qui ne mènent à rien, et ouvrir des formations qui correspondent à des emplois. Tout ça prend du temps, mais ça commence à se voir, ça commence à faire des premiers progrès, et même si on le fait parfois dans le brouhaha, même si on le fait parfois au travers de crises, on le fait au travers de principes qui sont clairement affichés par le président de la République, le Premier ministre, et sur ce sujet par moi-même. Alors voilà ce que je voulais vous dire sur l'éducation, pour vous dire qu'il y a à la fois un bilan et des perspectives, que bien sûr on peut souligner tout ce qui ne va pas, et ça existe, mais je fais aussi beaucoup de visites d'écoles, de collèges et de lycées, et ce dont je voudrais témoigner, c'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure pour le club de foot ici. C'est-à-dire qu'au fond, on ne parle pas suffisamment d'un club de foot comme celui d'avant. On en parle, bien sûr, donc on va en parler davantage encore, parce que c'est l'archétype de la France qui va bien, de la mobilisation collective, du bon esprit, des choses qui rendent joyeux, qui créent du bonheur collectif. Et ça existe. Jean-Pierre Pernaut savait très bien montrer ce genre de choses, malheureusement. Eh bien, on doit faire ça, on doit faire de Jean-Pierre Pernaut de l'école, si je puis dire. C'est-à-dire que moi qui vais dans des écoles, des collèges et des lycées, je peux témoigner devant vous. Il y a plein de classes qui vont bien, des professeurs qui sont heureux, des élèves qui sont contents d'apprendre, qui progressent. Ça existe. Oui, il y a des élèves qui n'ont pas le niveau encore. Oui, il y a des professeurs qui sont mécontents. Oui, il y a des difficultés, X, Y, Z. Mais ce n'est pas forcément la majorité des cas, loin s'en faut. Il y a plein de très bonnes choses qui se passent. Et notre pays pourra aller beaucoup mieux s'il cesse de cultiver le pessimisme. Et je terminerai par là parce que Emmanuel Macron, c'est le candidat de l'optimisme réaliste. Et face à lui, il a la candidate du pessimisme irréaliste. C'est-à-dire qu'elle parle de choses irréelles et infaisables, et en plus, elle cultive le pessimisme, cette espèce de faute de confiance en soi du pays. Emmanuel Macron, il fait l'exact inverse. Il pointe nos atouts,
il pointe nos problèmes, il regarde quelles solutions seraient possibles, il prend tous les risques, parce que parfois c'est des choses un peu impopulaires, il dit ce qu'il veut, il fait ce qu'il dit, ça suppose à la fois de la franchise, de la volonté et du courage. Je crois qu'on l'a pas mal vu au cours des 5 années qui viennent de passer, et donc ce que je suis venu dire ce soir, c'est on a besoin d'une manière nouvelle, d'une manière rénovée, d'avoir 5 ans avec un homme comme ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ce discours d'optimisme. C'est toujours très agréable à entendre. Effectivement, je pense qu'une France qui va bien, on la vit. Il y a plein de choses qui ne vont pas bien, mais je crois qu'on oublie souvent de valoriser les belles choses qui se font, et il y en a tant. On s'est engagé effectivement à répondre à un certain nombre de questions. Le ministre a aussi des obligations, c'est-à-dire que dans une dizaine de minutes, il doit quitter la salle pour retourner sur Paris. Donc si vous voulez bien, il y a un micro qui va tourner, avec quelques questions. Voilà. Peut-être qu'on ne pourra pas prendre tout le monde, mais en tout cas, dans les 10 minutes qui viennent, on va essayer de répondre les uns ou les autres en fonction des sujets, à vos interrogations ou à vos suggestions. Madame, peut-être dans le fond là-bas, si vous pouvez parler très fort. Merci. Vous parlez de France, de patriotisme, d'Europe qui va bien, tout ça. J'aimerais bien le constater effectivement, parce que pour ma part, je suis suspendue sans salaire depuis le 15 septembre, parce que je ne suis pas vaccinée pour reprendre mon travail à l'hôpital. En France, il a été développé un vaccin par l'entreprise Valneva à Saint-Herblain. Eh bien, si la France avait effectivement soutenu l'investissement dans son pays, et si l'Europe était l'Europe que vous décrivez, ce vaccin à virus inactivé que beaucoup de soignants attendaient, ils en auraient bénéficié. Ils ne seraient pas dans la situation qu'ils sont aujourd'hui. Certains se sont vaccinés sous la contrainte. Et là, donc, en fait, je ne suis pas un cas exceptionnel. C'est-à-dire que le 15 septembre, j'ai été suspendue. Je me suis dit, ça va être pour 3 mois, puisque le vaccin devait quand même sortir avant la fin décembre, en France. Il n'est pas venu. Il devait venir le premier trimestre de cette année, niet. Maintenant, on attend le 15 mai, et franchement, je doute fort qu'on arrive à avoir ce vaccin en France. Et comble de tout, vous parlez des Anglais qui sont le Frexit, et peut-être, je sais pas, ils sont sûrement très malheureux. C'est quand même les seuls qui ont accepté que Valneva fasse leurs essais sur leur territoire. Alors l'Europe, parlez-moi-en, pour moi ça ne veut plus rien dire. En attendant, pour manger, je compte sur la solidarité du collectif non-pass sanitaire. Et je me bats pour réussir à obtenir, en attendant, le RSA, qu'on essaie de me couper régulièrement. Je gagnais 1 800 € par mois. Je ne gagnais pas des fortunes, mais au moins je pouvais vivre dignement, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et tout ça pour un vaccin. Je ne suis pas anti-vax, j'en ai marre de cette étiquette. Je ne suis pas d'extrême droite, j'en ai marre de cette étiquette. Je veux vivre dignement, et ça Macron ne me l'a pas permis. Il a eu ma voix il y a 5 ans, il ne l'aura pas cette fois. Donc, quelle est votre question, madame? J'aimerais savoir si quelqu'un peut me dire quand est-ce que ce vaccin pourra sortir. Est-ce qu'on a un spécialiste des vaccins? Moi, j'ai lu dans la presse simplement qu'aujourd'hui, ce vaccin, effectivement, était utilisé en Grande-Bretagne. Voilà ce que j'ai pu lire. Sur les aléas de la validation de ce vaccin par la France ou par l'Union européenne, je n'ai pas d'éléments supplémentaires, je ne suis pas spécialiste de la vaccination. Le regret que je pourrais avoir, madame, en vous entendant, c'est que vous n'ayez pas effectivement fait le choix d'utiliser un autre vaccin. C'est votre choix et je le respecte, encore une fois. Et c'est ce choix initial qui vous conduit à vivre la situation que vous connaissez aujourd'hui. Voilà, c'est le seul constat que je me permets de faire moi. Et encore une fois, je ne juge pas du choix qui est le vôtre, mais la situation dans laquelle vous vous trouvez est effectivement liée à un refus de votre part. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous répondre. Je n'ai pas après d'éléments de réponse concrets par rapport à, effectivement, qu'est-ce qui se passe dans cette société et pourquoi ce vaccin n'a pas été validé par l'Union européenne pour être utilisé en France. Il faut savoir que les vaccins en cours sont quand même en phase 3. Oui, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger avec vous, avec d'autres personnes sur ce sujet-là. Voilà. C'est très important, monsieur le député, Oui. il vient de sortir le document de la LSM. J'ai eu plusieurs fois, madame, vous l'avez donné à plusieurs fois. Non, il vient de sortir donc, depuis ce matin. Voilà, c'est le tout nouveau en fait, qui reprend tous
les cas pour tous les vaccins à ARN messager. Oui, mais c'est pour juste parce que ça rebondit sur le... On va prendre une autre question sur un autre sujet peut-être. Non, je ne crois pas, madame, que quelqu'un ait envie de vous laisser crever faim, très honnêtement, non. Je veux pas entendre ça. Voilà. Personne ne décide aujourd'hui de vous laisser crever faim, surtout pas. Je pense qu'il y a un certain nombre aujourd'hui d'intervenants sociaux qui peuvent vous aider dans la situation où vous êtes. Moi, je vous invite à venir me voir, madame, on trouvera des solutions, surtout pour que vous évitiez de crever de faim. Je crois que personne en France aujourd'hui ne mérite cela. Qui a la parole? On a une question ici. Oui, merci Bertrand. Voilà. C'est pour M. Blanquer, comme il doit partir bientôt. Alors je suis venue, d'abord, je tiens à dire que je n'ai pas voté au premier tour pour M. Macron, mais que je voterai pour lui parce que je suis républicaine et je suis pour l'Europe. J'aurais beaucoup de questions aussi à poser sur la transition écologique, mais ce n'est pas le sujet. Et moi je suis venue parce que je suis professeure, donc bonsoir M. le ministre, mon ministre. Et je représente aussi le collectif du Sud-Manche. Je ne sais pas si vous êtes au courant, M. Blanquer. Mais alors, vous avez parlé beaucoup de l'école, et c'est vrai que vous avez fait des choses, et vous l'avez reconnu que c'était votre priorité. Malheureusement, vous êtes passé très vite là, sur le collège et le lycée. Alors moi, je vais vous parler surtout du collège que je connais, et qui est quand même le maillon faible depuis longtemps. Hein. Vous n'êtes pas le premier, je reconnais. Je ne vais pas vous attaquer sur la gestion de la pandémie, parce que je sais que ce n'était pas facile. On peut dire quand même que les professeurs ont tenu le cap et ils n'ont pas eu beaucoup de remerciements, enfin c'est pas la question. Ouais. Mais bon, les élèves aussi ont vraiment eu des 2 années terribles, et c'est terrible à cet âge-là en effet. Alors moi je voulais vous parler pour le collectif de la dégradation des collèges et des lycées aussi, mais surtout alors là des collèges, parce que dans la Manche, c'est un espace rural constitué de petits collèges qui sont aussi essentiels pour les élèves que pour le maillage du territoire aussi. Ça, c'est essentiel, et les élus le savent bien, les élus locaux. Donc, le collectif, en fait, c'est très simple ce qu'on demande, ce qu'on a vu disparaître, alors qu'il y a certains collèges dans le Sud-Manche qui ont vu augmenter leurs effectifs. C'est le cas de Sartilly et de Pont-d'Orson. Là, il y a un petit creux, mais alors, avec des effets de seuil, on se retrouve avec des classes surchargées. Alors vous allez me dire c'est 30, parfois 31, 32, avec des AESH en plus. Donc des effectifs, des classes qui ne permettent pas ça. Donc nous, ce qu'on veut, c'est plus de moyens pour nos adolescents qui ont droit aussi bien en milieu ruraux qu'envie d'avoir des conditions d'enseignement. Et donc on veut l'arrêt des baisses de DGH. Alors je suis désolée pour les gens qui ne connaissent pas, mais c'est important de savoir que tous les mois de janvier, il y a une dotation globale horaire qui ne bouge pas tellement après jusqu'au mois de juin et la rentrée d'après. C'est pour ça que vous avez des mouvements de grève, et on ne fait pas de gaieté de cœur, mais qui sont au mois de janvier, parce que chaque année, là, depuis 2-3 ans, c'est terrible, on voit disparaître la dotation globale horaire avec des effets de seuil, c'est-à-dire qu'on a des classes, par exemple, là j'ai des exemples cette année, d'élèves de classe de 5e où ils sont, par exemple, 3 classes à 63, et on va se retrouver avec des effectifs, on nous dit qu'il n'y en aura que 59, ce qui permet de faire 2 classes. Je vais faire court, et voilà, je vais expliquer. La question, c'est qu'est-ce que vous comptez faire? Donc l'arrêt des baisses de DGH, avec en plus une augmentation du pourcentage d'heures sup, et ça c'est aussi quelque chose qui est que les gens ne savent pas, c'est que les heures sup augmentent et qu'elles sont imposées aux professeurs, même à temps partiel, et payées moins cher pour un professeur d'ancienneté. Moi, ça fait 30 ans que j'enseigne, donc les heures sup qu'on va m'imposer l'année prochaine, je suis obligée de les accepter pour des conditions même, parce que, voilà, pour le collège, je suis à temps partiel, elles ne vont pas compter pour ma retraite, il faut le savoir, et elles vont être payées moins cher que mes heures normales. On veut donc moins d'élèves par classe, et ça c'est dû à ces baisses de DGH. Donc moins d'élèves par classe, c'est vrai qu'entre 24 élèves par collège, c'est pas beaucoup ce qu'on demande, et ça change énormément. 24 élèves au lieu de 30, ça change tout. Moi je suis professeur de français, rien que pour corriger et pour faire parler les élèves, ça change tout. Sophie, et des créations aussi de postes de professeurs. Il faut savoir qu'il n'y a plus de remplaçants et qu'à Pont-d'Orson, il y a un professeur d'anglais qui est parti en congé maternité et qui n'est pas remplacé. Et il y a une petite annonce
qui est passé sur le site du rectorat. Ça nous paraît quand même pas tout à fait normal non plus. Voilà, donc c'est des questions par rapport au collège, qu'est-ce qui est proposé? J'ai vu que vous lui proposez plus d'heures de français et mathématiques, ça a diminué aussi depuis 30 ans que j'enseigne. Et donc ça aussi, c'est des questions, mais déjà, que faire pour le collège qui est vraiment en grosse difficulté? Merci. Alors, donc je vais répondre à votre question. Je suis un peu gêné parce que je dois presque partir maintenant et les questions étaient longues, donc je vais essayer d'être le plus bref possible. Alors, premier point, la chose que j'assume complètement, c'est l'essentiel de nos investissements sur 5 ans, alors même que le budget de l'éducation nationale n'a jamais autant augmenté que pendant ce quinquennat, c'est plus 13%, beaucoup plus que dans le quinquennat précédent, le quinquennat d'avant. Mais on n'a pas sauvé, on a vraiment décidé d'avoir des priorités. Notamment, je voudrais en mentionner 2 qui sont essentielles. On a mis beaucoup de moyens sur l'école primaire, alors même qu'il y avait moins d'élèves, je l'assume complètement, parce que la France sous-investissait dans son école primaire, ce qui n'est pas le cas dans l'enseignement secondaire, et parce que les enfants, je l'espère, qui vont vous arriver au collège au cours des prochaines années, vont être le produit de cette politique, auront une meilleure maîtrise du français et des mathématiques, c'est une politique du long terme. Et donc, oui, on a investi beaucoup dans l'école primaire, on a aussi beaucoup investi dans l'école inclusive, on en a parlé tout à l'heure, on m'a interpellé sur ce point, ça c'est plus 65% du budget, autrement dit les AESH, donc bien sûr la situation va encore être améliorée dans les temps à venir, mais c'était 70 000 contrats aidés il y a 5 ans, aujourd'hui c'est 120 000 CDD et CDI, donc avec une vraie carrière, etc. Donc oui, il y a eu des priorités budgétaires. Et si on prend le cas du collège, ce qui est intéressant à dire, c'est que, et ça je pense que vous serez d'accord avec moi, on n'a pas fait de réforme du collège. Depuis 5 ans, si je puis dire, on a laissé tranquille le collège. Alors qu'on ne peut pas dire la même chose du lycée, où on a fait une réforme très profonde. Et donc, normalement, le collège n'a pas, entre guillemets, à se plaindre de grandes transformations. Alors au lycée, je pense que c'est des très bonnes transformations, mais elles ont nécessité beaucoup d'adaptation de la part des uns et des autres. Alors qu'au collège, au fond, on a laissé les choses tranquilles. C'est d'ailleurs pour ça qu'au cours du prochain quinquennat, c'est du côté du collège, vous avez parlé de moyens faibles tout à l'heure, il va falloir sans doute faire des évolutions nouvelles. Il va se passer, je pense, des choses assez positives pour vous, si je puis dire. D'abord, la vague démographique, pour de mauvaises raisons, malheureusement, mais c'est comme ça, arrive au collège, c'est déjà vrai des classes de 6e et 5e, et donc elle va poser des problèmes inverses que ceux que vous avez mentionnés. C'est-à-dire qu'en réalité, vous allez avoir moins d'élèves par classe, ça je vous le garantis, au cours de toutes les prochaines années, c'est sûr, ça va arriver, et c'est ça le fruit de la politique qu'on a menée, mais en revanche, parfois pour les petits collèges ruraux, ça posera peut-être des problèmes, parce que c'est vrai qu'un collège rural, c'est difficile de le faire vivre, pour le bien des élèves, en dessous d'un certain seuil d'élèves. 100, 150 élèves, quand on est en dessous de ces chiffres-là, c'est un peu gênant pour même qu'il y ait une bonne vie pédagogique pour les élèves, et vous le savez. Et donc c'est un défi pour des territoires comme ici, parce que je sais que le principe ça a été un collège par canton, si je ne l'abuse, et donc ça nous renvoie aussi à des politiques plus générales pour faire s'installer des familles, pour qu'il y ait des enfants, tout simplement, qui soient là. Mais en tout cas, pour l'avenir, je peux vous assurer que votre taux d'encadrement ne sera pas le sujet, vous allez voir arriver des choses positives. Voilà, mais donc, moi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce que vous avez dit, et qui est exact, le fait qu'on a mis plus d'heures supplémentaires. Alors ça fait 2 heures obligatoires à accepter pour vous, en plus de vos 18 heures, mais pas davantage, vous n'êtes pas obligé d'accepter plus que 2. Et elles sont défiscalisées, puisque vous êtes rentré dans les détails. Donc, du point de vue du pouvoir d'achat des professeurs, tout le monde n'a pas protesté contre ça. Il y a aussi des gens qui ont trouvé que c'était pas mal, parce que ça permettait tout simplement de gagner plus, avec un peu plus d'heures supplémentaires qu'on a beaucoup injecté, c'est vrai, dans cette. Il y a parfois des problèmes de remplacement, vous avez raison de le dire, et plus on est en milieu rural, plus on a des difficultés, parce que c'est pas, même quand on a des titulaires, parce que c'est pas facile, ils ne sont pas obligés d'aller dans certains endroits quand c'est trop éloigné, et donc parfois il y a des difficultés comme celles que vous avez mentionnées. Ça fait partie des projets du prochain quinquennat, de remédier à ces problèmes de remplacement, et notamment les problèmes de remplacement de courte durée. Y compris d'ailleurs, peut-être que c'est pas quelque chose qui me convient, mais avec des remplacements en interne, c'est-à-dire des professeurs de l'établissement qui acceptent de faire des heures justement pour quand un autre professeur est absent. Là-dessus, on le fait. C'est ce que vous faites déjà en partie sans doute. Donc j'entends ce que vous dites, hein, je ne conteste pas une partie de votre propos. Simplement, je pense que malgré tout, on a maintenu la plupart des choses. Il y a aussi des mesures dont vous n'avez pas parlé qui ont amélioré la situation des collégiens. Vous avez probablement plus d'AESH, c'est fort probable, dans votre collège, même si je ne connais pas votre cas particulier. Vous avez devoir fait, sans doute, qui s'est développé dans votre collège au bénéfice des élèves. Vous avez dû voir une série de mesures qui sont transversales, qui sont arrivées.
Et en gros, ce que j'assume devant tout le monde, c'est que le collège n'a pas beaucoup changé depuis 5 ans. Et simplement, on a cherché à conforter le succès des élèves au travers de devoirs faits en particulier. Et donc, en effet, les réformes futures vont plutôt être de ce côté. Je vois que vous allez augmenter les heures, c'est parce que ça a été supprimé, la réforme de 2016 a été dramatique, alors c'est vrai que ça aurait été mieux d'y toucher, mais dans l'autre sens, mais simplement, on avait diminué les heures de français en 6e et en 3e. Et ça, je suis d'accord. Je ne sais pas si les gens savent que les élèves, moi ça fait 30 ans que j'enseigne, quand j'ai commencé c'était 6 heures en 6e. Et maintenant c'est 4h30. Oui, imaginez ce que ça fait sur une année. Et c'est précisément que les choses soient ainsi, c'est vrai, en aucun cas été dégradé ces 5 dernières années. Quand je suis arrivé, je suis arrivé sur un collège traumatisé par la réforme de 2016. On a rétabli certaines choses, je ne sais pas ce qu'il en est dans votre collège, mais je sais qu'en Normandie, il y a eu beaucoup de suppressions de classes bilangues, beaucoup de sections européennes supprimées, le latin et le grec qui avait été affaibli, tout ça on l'a remis. Peut-être, je ne sais pas quelle est la tête de votre collège, mais je me souviens très bien des chiffres de ma Normandie quand je suis arrivé, c'était 95% des classes bilangues qui avaient été supprimées. On les a toutes remises. Et donc on a un peu restauré les choses, on a calmé le jeu, parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes, etc. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un collège plutôt apaisé, avec des perspectives d'avenir qui sont bonnes, comme je vous le disais. Et je vous fais le pari devant vous, et les élèves qui vont vous arriver au cours des prochaines années seront meilleurs en français et en mathématiques. Et est-ce qu'il faut dans les temps à venir avoir plus d'heures de français et de mathématiques au collège? Je serais d'accord avec vous, oui. Il faut revenir maintenant à plus de français et de mathématiques à l'âge du collège. Tout à fait. Et des classes à 24, est-ce que ça... Ouais, ça va vous arriver aussi, ça, alors là je vous dis pas... Non, mais nous, dans 2 ans, on augmente. De toute façon, comme avec les effets, c'est pas une question... Parmi nos projets, il y a justement que le seuil de 24 soit presque la norme dans l'ensemble. D'accord, c'est ça, merci. Peut-être effectivement on va créer un peu de frustration. Je pense qu'on va libérer Monsieur le ministre. Ça ne va pas empêcher que les 4 personnes présentes, on va essayer de répondre. À coup sûr, ça ne sera pas de la même qualité que ce que le ministre a pu vous dire. Ça, bien évidemment. Moi, je vous propose d'applaudir Monsieur le ministre, de le remercier de sa présence et de vous permettre de rentrer à Paris parce que effectivement, les journées sont bien remplies. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Comme vous, j'espère que le 24 au soir nous verra avec le sourire aux lèvres. Merci beaucoup. Je vous ai rendu pardon de partir maintenant, alors que c'est pas complètement terminé, mais je suis vraiment obligé. Et j'ai du plaisir à venir ici, du plaisir à avoir vécu ce que j'ai vécu avant, à être avec vous, et du plaisir d'être avec Bertrand, qui est, je peux le dire, à l'Assemblée nationale, un grand et bon député. Donc merci à toi, Bertrand. Merci. Donc si vous le souhaitez, on poursuit les questions dans notre domaine de compétences. Et bon retour à Monsieur le ministre. Oui, alors moi je vais faire court. Je suis représentante de la française moyenne, fille d'agriculteur, comme beaucoup dans la Manche, qui a eu la chance d'être infirmière et qui après aimait beaucoup l'anglais, est devenue professeur d'anglais. Donc le service public, la fonction publique, je connais et c'est quelque chose d'important pour moi. Et donc je voulais attirer votre attention sur 4 choses. Monsieur Travers, je savais que vous étiez ministre de l'Agriculture et je rêvais de vous inviter, de dire allez, venez me voir et on va se promener un petit peu dans la campagne normande. Parce qu'il y a 4 choses que j'aimerais que vous entendiez. Alors, puisqu'on parle d'agriculture, moi, ça me brise le cœur dans la Manche de voir. Alors, quand on arrive, c'est terre d'élevage, terre de pâturage, les produits laitiers. Or, je vois que le paysage se transforme de façon dramatique. On arrache les haies, on met beaucoup de produits chimiques et on fait du blé et du maïs. Les bocagères, il n'y en a pas. C'est vraiment dommage pour la biodiversité, contre le vent, pour garder l'eau, etc. D'un point de vue écologique, voilà. Je pense que la planète va mal. Le GIEC nous a rendu un rapport en disant il y a 3 ans pour agir. Et bien, donc ça c'est pour l'agriculture. Pour la santé, la fonction publique, je pense qu'elle est chère au cœur de beaucoup de Français. Et ce serait bien de faire le nécessaire. On sait bien que les petits hôpitaux disparaissent, l'hôpital de Granville est en sacrée perte de vitesse, etc. Ça fait mal au cœur de voir un peu qu'on va vers une situation un petit peu comme à l'anglaise. Voilà, voire à l'américaine, j'espère pas, mais je sais que
c'est surtout géré de façon économique et budgétaire. Et je pense qu'un pays qui ne soigne pas correctement ses citoyens et qui, dans l'enseignement, j'espère, fait ce qu'il faut, mais c'est vrai que l'effectif devient de plus en plus lourd. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Et puis, voilà, il y a le défi écologique, et là, vous parlez de méthanisation, etc. J'ai entendu M. Macron qui disait qu'il fallait peut-être effectivement développer le nucléaire. C'est assez préoccupant parce que qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants avec tous ces déchets nucléaires qu'on a beaucoup de mal à stocker. Et là, je sais qu'il y a l'idée de les stocker quelque part sur un terrain, dans un terrain dans l'est de la France, souterrain évidemment, mais c'est extrêmement dangereux et ça affecte ce qu'on donne à nos enfants avec une planète qui va très mal. Mais voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé mon métier d'infirmière et j'aime beaucoup mon métier d'enseignante. Du positif. C'est tout à votre honneur, madame, d'aimer votre métier d'infirmière et d'enseignante et d'aimer le service public quelque part. Alors, merci pour l'invitation à venir faire une balade bucolique dans les champs. Je vous dirais que si vous permettez que je réponde. Mais bien. Merci. Déjà, si vous saviez à l'endroit où j'habite, vous apercevriez que la ruralité, moi je la vis au quotidien, tous les jours. Quand on vit dans le pays des marais, on sait ce que c'est que la dureté du travail et de la ruralité. Aujourd'hui, vous arrivez dans un département qui est la Manche, qui est un formidable département agricole, qui est un des premiers départements agricoles de France, qui est le premier département de production laitière de France, qui est un des premiers départements de production légumière de France. Et ça, c'est une des fiertés de notre agriculture et de l'agriculture française en général. Nous avons une agriculture diversifiée dans ce territoire. Une agriculture qui n'oppose pas et qui ne cherche pas à opposer les différents modèles. Nous avons besoin de produire pour nourrir la planète, pour nourrir nos populations. Notre souveraineté alimentaire, c'est ce vers quoi nous tendons demain pour la société. Et vous le voyez bien à travers les événements qui se passent aujourd'hui en Ukraine, si nous ne travaillons pas pour notre souveraineté alimentaire, si nous dépendons d'un certain nombre de pays tiers pour notre alimentation, nous courons devant de graves périls. Nous avons mis en place, à travers la loi Egalim, Sébastien l'a redit tout à l'heure, et je n'enlève pas un mot de ce qu'il a dit, nous avons permis, à travers la loi Egalim, d'avoir de nouveaux débouchés pour nos agriculteurs. Des nouveaux débouchés à travers la restauration collective. Quand on impose par la loi 50% de produits bio ou de produits sous signe de qualité dans la restauration collective, quand on sait qu'aujourd'hui que 70% de la viande qui est servie dans la restauration collective vient de pays tiers, c'est un débouché nouveau pour nos agriculteurs. Ce sont des démarches pour permettre à nos agriculteurs d'avoir plus de revenus. Et c'est le sens du travail que nous avons fait. Avoir de l'élevage, c'est avoir la garantie que nos paysages continueront à être façonnés. Parce que c'est le pays de bocage que nous connaissons et auquel nous sommes attachés. La Manche est un département où il y a un linéaire de haies qui est très important. Ce n'est pas le département le plus boisé, mais c'est un pays de bocage sur lequel les agriculteurs ont pris des engagements pour replanter de la haie de plus en plus, parce que nous savons que la haie est une source de biodiversité, que la haie permet aussi de pouvoir mettre en place des filières de bois de chauffage, notamment, et nous en avons besoin aussi sur le territoire. Et c'est un endroit où, à travers les parcellaires qui se créent, vous pouvez remettre de l'élevage au cœur de notre territoire. Alors bien évidemment, un certain nombre d'éleveurs font des choix différents. Arrêtent l'élevage parce que vous savez, l'élevage c'est difficile, l'élevage c'est du quotidien, et souhaitent plutôt s'orienter vers d'autres types de cultures, et vous les avez cités tout à l'heure. Pour autant, il ne faut pas opposer les modèles les uns aux autres. Nous avons besoin ici dans le territoire de pouvoir continuer à faire en sorte que nous puissions avoir une agriculture qui serve en même temps les circuits courts, qui servent un certain nombre de filières émergentes sur lesquelles, qui sont attendues par nos concitoyens, parce que c'est une demande sociétale forte, et nous devons répondre à cette demande sociétale forte, mais nous avons besoin aussi d'une agriculture qui puisse permettre tout simplement cette souveraineté alimentaire que nous appelons tous et toutes de nos voeux. Pour le reste, et pour ne pas être trop long pour répondre à votre question, mais sur la question énergétique, bien évidemment, pourquoi est-ce que nous souhaitons développer 6 nouveaux réacteurs
dans les 20 prochaines années. Et de la même manière que nous luttons pour notre souveraineté alimentaire, nous avons besoin, et l'actualité nous prouve encore aujourd'hui, que nous avons besoin d'une souveraineté énergétique qui ne nous mette pas en dépendance d'États comme la Russie, par exemple. C'est le cas en Allemagne. Aujourd'hui, la France n'est pas dépendante de la Russie. Mais à travers les contrats européens qui sont passés, vous savez bien qu'aujourd'hui, eh bien, ces accords font que l'Europe dépend aussi de la Russie pour la fourniture de gaz. Eh bien, le fait d'avoir demain les énergies renouvelables, l'ensemble des énergies renouvelables qui sont traitées, l'éolien offshore, et les travaux avancent plutôt pas suffisamment vite à notre goût, mais ils avancent pour mettre en place ces éoliennes offshore qui permettront là aussi de produire de l'électricité, couplés avec les réacteurs nucléaires qui sont là aussi, je veux le dire, une énergie totalement décarbonée, et cela sert aussi notre environnement. Eh bien, cela permettra demain de maîtriser nos coûts d'énergie, de maîtriser notre souveraineté énergétique et de permettre aux Françaises et aux Français de ne pas subir les augmentations du coût de l'énergie que certains de nos voisins européens ont pu connaître ces derniers temps. On prend une autre question. Moi, je vous propose, on se donne jusqu'à 22 h, on prend une ou deux questions, après on aura un temps de convivialité. Prendre un verre ensemble, ça nous permettra de continuer à échanger sous un autre format, et je pense que ça peut être une bonne façon de faire. On prend une question pour Miron ? C'est pas une question. Et puis après, je prendrai la question au fond là-bas, madame. Merci. Ce n'est pas une question, c'est simplement un engagement. Ainsi qu'un certain nombre de personnes le savent ici, j'ai été député RPR pendant 25 ans, maire de la France. Au premier tour, je n'ai pas voté Macron. Au deuxième tour, sans aucun état d'âme, je voterai Macron et j'invite les gens à voter Macron. Pourquoi? Parce que tout autre choix abaisserait la France et isolerait la France. Les promesses qui ont été faites par l'autre candidat, concernant notamment les réformes européennes, sont complètement illusoires. Quel serait le poids de la France seule pour obtenir des réformes qui sont inatteignables? Par ailleurs, elle contribuerait à nous faire sortir, contrairement à ce qu'elle dit, elle contribuerait à nous faire sortir de l'Europe et à perdre toute crédibilité. Il y a bien d'autres raisons qui pourraient être développées. La dernière que je ne développerai pas, mais que simplement je soulignerai, c'est que tout autre choix nous conduirait pas seulement à des incertitudes, mais véritablement à un grave danger de division à l'intérieur du pays. Et ça, je ne le souhaite pas. Donc, parce que j'aime l'Europe, parce que je crois en l'Europe, parce que je crois à la nécessité de l'unité de notre pays dans ces moments difficiles face aux incertitudes auxquelles nous allons être opposés, je voterai Macron sans aucun état d'âme. On prend une dernière question, je vais t'engager à ce que vous puissiez la poser, et après on échangera ensemble autour d'un verre, si vous voulez bien. Madame Lair, on va laisser la parole au fond là-bas, vous avez l'occasion de vous exprimer. On se voit tous les jours, Madame Lair, vous poserez votre question demain. Madame la députée, justement. Oui, tout à l'heure, vous pourrez échanger avec elle tout à l'heure. Madame, au fond de la salle, s'il vous plaît. Donc ma question, j'ai. On ne va pas vous écouter, Madame Lair, vous coupez la parole à tout le monde. S'il vous plaît, c'est en relation à ce que vous venez de dire, monsieur le député. Madame la députée, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux aller discuter avec Madame, parce que autrement ça va être sans fin. C'est une question qui concerne vraiment tout le monde. C'est une question ou c'est un témoignage? C'est une question. Alors allez-y, on vous écoute. Vous avez dit qu'on pouvait circuler dans l'Europe sans passeport, donc les accords de Schengen, c'est magnifique, ça sert au moins à ça l'Europe, et ça, je suis très content sur ce point-là. Maintenant, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est de l'identité numérique, des données de santé qui seront bientôt inclus dans ce passeport numérique, et de l'euro numérique qui était mis en place, Madame Lagarde en a encore parlé récemment. Cette question est cruciale. Cette question est cruciale parce qu'aujourd'hui, vous le dites bien, sans passeport tout à fait vrai maintenant, on est d'accord, il y a un passeport sanitaire par vaccinal. Qu'en est-il quand les données seront toutes incluses dans ce système et que sans ce système, nous ne pourrons plus voyager si nous n'avons pas la 4e, 5e, 6e, 7e dose. C'est très important puisque ce sont nos libertés, messieurs et dames. Voilà. C'est la démocratie ou pas? D'accord. Alors, c'est bon. Je vous remercie. Rapidement, Madame Lair. C'est la question, qu'en est-il? Il y a plusieurs sujets dans ce que vous dites. Il y a un sujet majeur qui est la protection des données de santé.
la protection des données personnelles de façon générale. Et ça, je sais, vous avez raison, c'est une vraie préoccupation. Alors, il se trouve que moi, je suis rapporteur sur la régulation des grands géants du numérique. La plupart sont américains. Et on vient d'adopter, c'est historique, inédit, les Américains sont en train de vouloir nous copier, c'est-à-dire de faire en sorte que ce que vous dites, c'est qu'on protège les données. Et que les GAFAM... Pardon ? Madame von der Leyen est en train de valider avec les États-Unis l'accord sur le transfert de données. C'est tout récent, il y a encore 15 jours. Non, elle est en train d'en discuter. Très en avance. Elle est en train d'en discuter. C'est un débat aussi. Mais on est en débat ou on n'est pas en débat? Moi, je pensais qu'on n'avait pas un débat. Maintenant, je sais tout. Mais quand je demande... Est-ce que vous avez 2 minutes pour écouter la réponse, madame? Ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, non, Ursula von der Leyen, c'est d'abord pas elle, au titre de la Commission, qui va... non, mais la Commission européenne, vous connaissez son rôle. C'est pas elle qui va négocier ça, il va falloir quand même un aval, il va falloir quand même un avis du Parlement européen, et il va falloir également que les États membres se prononcent. C'est une question de la démocratie européenne, on est d'accord, entre le Parlement et la Commission européenne, madame von der Leyen. On est tout à fait d'accord. Non, mais elle est présidente de la Commission européenne, et c'est pas elle qui va... Elle est en pourparlers. Certes, ce que je vous parliez tout à l'heure, dans le sujet clé de votre question, parce qu'il y a plusieurs questions, et il y a parfois des réponses dans vos questions, alors moi je veux bien vous apporter ma réponse aussi, c'est de vous dire que c'est effectivement un sujet essentiel qui est celui de la protection des données. On parlait tout à l'heure de la souveraineté, la souveraineté numérique c'est ça aussi. Et c'est faire en sorte qu'effectivement, toutes ces grandes... Est-ce que vous avez un téléphone, madame? Bon, on a tous, je pense ici, un téléphone. Et la grosse problématique de ces téléphones, c'est que c'est souvent des géants, les GAFAM, les géants du numérique, qui, parce qu'ils ont des réseaux tentaculaires, peuvent effectivement récupérer des données. Donc, en régulant ces géants du numérique, on fait en sorte qu'ils ne captent pas toutes ces données qui sont effectivement, bien souvent, des données qui sont confidentielles. Alors, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. La raison pour laquelle il n'y a pas encore d'accord de passer, c'est qu'il y a des discussions, effectivement, sur tout ça. Sur le fait qu'il n'y ait pas de transfert de données et qu'il y ait des autorités, d'abord européennes, qui s'occupent de réguler ces géants, éventuellement de les arrêter, de faire en sorte, par exemple, soit qu'ils aient des amendes, soit les démanteler, ça s'appelle des remèdes structurels, ou bien éventuellement de mettre fin aux acquisitions qu'ils voudraient faire d'autres entreprises pour éviter qu'ils ne sont pas de trop grandes données nous concernant, de données personnelles. Et alors, c'est une partie de la réponse, mais ça n'est pas tout à fait ma question. Je parlais bien d'une phase vaccinale, qui sera inclus dans le assistance collective et qui va conditionner les libertés des uns et des autres. C'est essentiel. C'est essentiel, monsieur. Vous ne savez pas ce qui est en train de se passer sur vos enfants. C'est la question de la protection des données, effectivement, les données personnelles, les données de santé. Et je vous le dis, il n'y a à l'heure actuelle aucun accord passé avec les États-Unis sur ce transfert de données. Je pensais, vous voyez très bien ce que je veux dire sur activation, désactivation de base. C'était mon résumé, je m'arrêterai sur le sujet. Donc la dernière question, je m'étais engagé, madame, et puis ensuite on clôt les débats et on va poursuivre éventuellement sur un grand point. Allez, excusez-moi. Deux questions. Parce que vous parliez de la France plus forte, madame. La France plus forte, sauf que visiblement nous étions 3e, nous sommes passés à 9e parce qu'il y aurait, je l'ai vu, 600 milliards de dettes supplémentaires. De plus, ça c'est ma première question, et j'aimerais aussi être rassurée par rapport à ce qui se passe, par rapport au consultant McKinsey. Donc vous dites que la France est passée 3e, 9e, sur quel classement, sur quel domaine? Au niveau de la dette. Ah, au niveau de la dette, d'accord. La dette française, vous savez, en quoi elle est constituée, pourquoi elle s'est accélérée et accentuée, comme un bon nombre de pays. Hein, elle est liée essentiellement à la crise Covid qui nous a traversé, qui nous traverse encore depuis 2 ans, qui a amené effectivement la France à mettre en place un plan de relance, notamment pour soutenir l'économie française, ce qui fait qu'aujourd'hui on est encore en capacité en France à produire, mais aussi à embaucher des gens pour travailler. On est sur un secteur comme celui-ci en plein emploi, donc la dette s'est effectivement creusée, mais elle s'est creusée de façon, je dirais, vertueuse, puisqu'elle nous permet effectivement d'avoir soutenu à la fois le salaire des gens qui travaillaient. On a tous été ici
payé alors qu'on était malheureusement dans l'obligation de rester chez nous. Et puis on a aussi soutenu l'économie française, qui a permis de continuer à fonctionner, même sans produire, mais qui a permis d'avoir la trésorerie nécessaire pour que, au sortir de cette crise sanitaire, on puisse continuer à travailler en France. Donc la majeure partie de cette dette que vous évoquez, qui peut-être nous place de la 3e à la 9e place, elle a été créée, moi je vous dis de façon vertueuse, parce qu'elle nous a permis de soutenir notre économie et chacun d'entre nous dans sa vie quotidienne. Le classement, je dirais en quelque sorte, est-ce qu'il a une si grande importance? Par contre, la question de la dette et de son remboursement, oui, c'est un sujet et ça a une importance. Le président de la République s'est d'ailleurs engagé dans les 5 ans qui viennent, à partir de 2026, à rembourser cette dette, à commencer le remboursement de cette dette, pardon, puisque, comme moi, quand vous empruntez dans votre banque, vous êtes censé rembourser ce que vous devez. Donc effectivement, l'État français, comme n'importe quel pays qui s'est endetté durant cette crise, devra rembourser la dette qu'il a générée. Votre deuxième question? Alors, ma deuxième question, c'est que vous nous rassuriez par rapport à ce qui se passe autour de McKinsey. Qu'est-ce qui se passe, madame? Qu'est-ce qui se passe autour de McKinsey? Expliquez-nous où est la difficulté que vous pointez. Vous n'êtes pas au courant. Expliquez-moi ce que vous Dites-nous ce qui pointez. vous fait peur. Dites-nous, on est au courant parce que c'est quelque chose, madame, qui existe. Non, mais je voudrais quand même revenir là-dessus parce que je veux bien que le Sénat, il n'y a pas de problème, il faut des contre-pouvoirs. Je veux bien que le Sénat s'empare de sujets. Et ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui vous fait peur, madame, sur McKinsey? Parce que c'est pas nouveau que les gouvernements aient recours à des cabinets de conseil étrangers. Alors, les collectivités locales, toutes les collectivités locales et la région y ont tous recours. Alors, McKinsey, c'est tout petit par rapport à beaucoup d'autres cabinets de conseil. Donc c'est pour ça que je vous demande ce qui vous gêne. Si ce qui vous gêne, c'est qu'il n'y ait pas une déclaration... C'est qu'ils aient soutenu M. Macron pour sa campagne en 2017, madame. Non mais alors ça veut dire que tous les gens qui soutiennent M. Macron ne devraient pas travailler. Il y a des procédures, madame. Il y a des procédures de marché public. Donc je veux bien qu'on essaie de retrouver. Vous imaginez? Ça veut dire qu'en fait, il faut... Madame, j'ai travaillé en cabinet de conseil à Paris pendant 2 années. Je sais comment ça fonctionne et le lien avec le politique peut être très grave. Vous devriez vous présenter, parce que je pense qu'avec vous, on n'aurait aucun problème. Non mais franchement. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Je ne voterai pas M. Macron. C'est pas grave. Malheureusement, ça n'est pas reconnu. Il y a des soucis. Je suis Macron. C'est 5 ans de tyrannie supplémentaire. Nous, ici, on est des élus locaux et le cabinet de conseil, c'est assez simple. C'est le maire, c'est le conseiller départemental, c'est le conseiller régional, et puis parfois, c'est la famille, on demande conseil, et puis on essaye d'avancer ensemble. Voilà, merci, bonsoir. Donc, comme la convivialité fait grandement partie des moments d'échange et de démocratie, on vous invite effectivement à prendre un verre. Et merci là aussi aux militants qui vont assurer le service pour vous. Bonne soirée à vous et